Bonjour à tous et bonjour à vous, Joseph Tedesco. Bonjour Renaud. Vous êtes directeur général du CNEH, le Centre national de l'expertise hospitalière. Aujourd'hui, Joseph, c'est avec vous qui formez, conseillez, coachez les experts en santé que nous allons faire ce voyage. Peut-être pourrions-nous commencer par dire un mot sur votre parcours qui est assez singulier. Merci Renaud de me recevoir. Alors mon parcours, j'ai un long passé de consultant en transformation. J'ai démarré par toute la partie industrielle, donc les usines. Et je suis tombé un peu par hasard dans un hôpital en banlieue parisienne où j'ai remplacé un collègue qui devait faire une intervention sur la gestion de flux. Et en fait, je me suis rendu compte que les problématiques hospitalières, à l'humain près, étaient des problématiques industrielles, puisque finalement, chaque patient est un cas singulier, mais c'est un cas singulier à grande échelle. Et donc, dès lors qu'on dit grande échelle, on dit modélisation, et donc toutes les techniques de l'ingénieur peuvent être mobilisées. Et donc l'hôpital m'a passionné. Donc là, nous sommes au début des années 90. Et puis j'ai poursuivi une carrière dans le secteur de la santé avec des activités de conseil, des activités de salariés d'hôpitaux, de deux hôpitaux notamment, un en banlieue et un autre dans un CHU en province. Ensuite, j'ai travaillé à Matignon sur la réflexion autour des problématiques de santé et de transformation de notre système, avec beaucoup de succès d'estime et peu de réalisation. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans une grosse entreprise américaine de conseil en stratégie, toujours sur les questions de santé, avec un regard plus international. Et enfin, j'ai rejoint le CNEH il y a 8 ans, comme directeur général. Ce qui vous a amené vers la santé, c'est quoi? C'est la passion du sujet, c'est le fait que vous aviez une culture de l'organisation que vous sembliez pouvoir mettre à disposition des hôpitaux et que cette réflexion-là était à l'ordre du jour il y a une vingtaine d'années et d'ailleurs elle le demeure. Oui, ce qui m'a fait rester dans les hôpitaux, c'est essentiellement la passion humaine. Parce que certes, il y a des process parfois complexes, mais ce sont surtout les hospitaliers sont des gens qui sont animés par leur métier, malgré les difficultés actuelles qu'on peut rencontrer. Et c'est la patte humaine qui fait qu'on travaille pour l'hôpital, parce que c'est un milieu qui est très très compliqué. Et on reste du fait des relations humaines, au-delà de toutes les techniques que nous pouvons apporter. Le CNEH, c'est aussi un think tank. Sur quoi aujourd'hui portez-vous vos réflexions? Quels sont les sujets qui vous animent? Alors, en ce moment, il y a deux thématiques qui sont des thématiques d'actualité d'ailleurs. Il y a une première thématique autour de la transformation écologique de l'hôpital, parce que l'hôpital, on le sait peu, mais c'est un des premiers pollueurs au niveau des bâtiments, au niveau de la consommation d'énergie, au niveau des tri des déchets, au niveau de l'alimentation, au niveau des transports, des mobilités, etc. Donc la question écologique à l'hôpital est une vraie question. Donc ça, c'est le premier sujet de réflexion, le premier axe de réflexion que nous animons. Puis le second, c'est autour de l'intelligence artificielle et donc la transformation des métiers, d'une part, et la digitalisation des parcours de santé, d'autre part. Donc les deux axes de réflexion structurants sont transformation écologique d'une part, intelligence artificielle et digitalisation des parcours d'autre part. Et là-dessus, vous avez une cellule de réflexion. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Vous êtes plutôt attendu sur des expertises et vous co-construisez finalement des process, des réflexions? Alors là-dessus, on a deux sources d'inspiration. On aime bien se décrire autour de deux mots, c'est-à-dire le premier mot c'est guetteur, donc c'est observer ce qui se passe en France et ailleurs, d'une part, et puis une fois qu'on a guetté, on passe, donc nous sommes des passeurs. Donc dans la catégorie guetteur, on s'est beaucoup intéressé au système de santé japonais. Il y a des séismes, il y a des tempêtes, etc. Donc tout ça, ça pose des questions de solidité des bâtis, mais au-delà de la solidité des bâtis, il y a des questions autour de la consommation d'énergie, etc. Et donc les hôpitaux japonais sont très en avance autour de toute la question de la transformation écologique. Et c'est sur la base de ce qu'on a observé au CHU de Tokyo, notamment, qu'on s'est dit, mais finalement, toutes ces transformations-là, à quelles conditions pourraient-elles avoir une traduction très opérationnelle en France? Donc ça, c'est une première façon de guetter. D'ailleurs, après, Oui. nous sommes rattrapés par les textes et par la loi, Mmh, parce mmh. qu'aujourd'hui, il y a une loi sur la transformation écologique des hôpitaux. Nous avions
quelques mois d'avance sur les textes. Donc ça, c'est le côté guetteur. Et puis le deuxième axe, si on reste sur l'intelligence artificielle, on a observé depuis au moins 5 ans maintenant, donc ça date pas complètement d'hier non plus, les premières startups aux États-Unis qui permettent de faire des diagnostics en imagerie et de transformer le métier du radiologue. Et du coup, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on s'est dit, mais finalement, tous ces process-là, quelles sont les conditions d'implémentation en France et à la fin, ça produit quoi en termes de qualité, de rapidité, de fiabilité des prises en charge. Joseph, aujourd'hui, quel diagnostic vous pouvez porter sur notre système de santé, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien? Alors, dans les grandes masses, notre système de santé fonctionne, hein. Il accueille 1 million de personnes par an. Donc, déjà, il faut se dire que c'est juste remarquable d'accueillir et de soigner, de prendre en charge correctement 1 million de personnes, quels que soient les points du territoire. Le deuxième point, il y a un maillage territorial très important. C'est-à-dire, il y a plus de 2000 hôpitaux en France. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions d'accès qui sont au final assez simples pour tous et chacun. Et le troisième point, c'est l'excellence de notre offre territoriale, et notamment au travers des CHU, donc des centres hospitaliers universitaires, que ce soit au niveau des soins, au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement. Donc ça, c'est un peu les 3 grands points positifs avec la gratuité ou la quasi-gratuité de notre système de santé. Et donc ça veut dire que chacun a droit au même type de soins, quelles que soient ses conditions de revenus, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Il faut parfois savoir aussi s'en souvenir. Alors ensuite, les difficultés, c'est qu'il y a eu pendant longtemps, au moins une vingtaine d'années, une financiarisation de l'hôpital, c'est-à-dire qu'au fond, on demandait à un hôpital d'être performant, et le critère de la performance n'était pas la qualité des soins, était la marge brute. La marge brute, ça n'a rien à voir avec la qualité des soins, c'est une notion financière. Or, quand on va à l'hôpital, ce qu'on veut, c'est être bien soigné. Donc, c'est avec des mécanismes de financement, dont un que tous les Français connaissent maintenant, qui s'appelle la T2A, qui a distillé des effets pervers dans les modes de fonctionnement. Le principal effet pervers, c'est la faiblesse de l'investissement qu'on a connu pendant 15 ans. Alors, la copie a été largement retravaillée avec le Ségur de la santé, donc il y a plus d'investissement, mais néanmoins, il y a une certaine forme de vétusté de notre parc hospitalier et parfois des équipements dont les hôpitaux bénéficient. Et le corollaire de tout ça en post-Covid, le corollaire de tout ça, c'est les difficultés actuelles autour d'une une certaine faiblesse de l'attractivité, c'est-à-dire que les soignants ont fui l'hôpital, basiquement, et à partir de là, de nombreuses équipes ont du mal à fonctionner, et ça se traduit, on le voit tous les matins à la radio, dans les journaux, par la fermeture des services d'urgence, par des délais de prise en charge qui augmentent du fait d'un manque d'effectifs formés. Et ce qu'on constate sur l'hôpital, on le constate aussi en médecine de ville, c'est en médecine ambulatoire, du fait de la démographie. Il y a des territoires médicaux qui deviennent véritablement des déserts de santé, où il est très compliqué pour chacun de nos concitoyens d'accéder aux soins et aux soins primaires. Aujourd'hui, l'une des activités du CNH, c'est d'observer les bonnes pratiques internationales et probablement pour étudier ce qui est transposable en France. Vous voyagez beaucoup, je le sais. Ça doit être assez passionnant de voir ce qui se passe ailleurs. Avez-vous identifié aujourd'hui des évolutions potentielles pour notre système ? Et inversement, d'ailleurs, on pourrait aussi se poser la question de qui est-ce qui fonctionne bien dans les particularismes français, qui pourrait être exporté ailleurs, finalement, puisque on sait qu'on a quand même un système, comme vous le rappeliez tout à l'heure, qui a des niveaux d'excellence à beaucoup d'endroits, quoi. Quand on regarde ce qui se passe dans tous les pays développés, donc quand on dit pays développés, ça veut dire on dit Europe, on dit Amérique du Nord et on dit une partie de l'Asie. Quel que soit le continent, les problématiques sont juste les mêmes. Première problématique, vieillissement de la population. Donc question, comment on prend en charge les personnes âgées. Deuxième problématique, croissance très importante des pathologies chroniques autour du diabète, des pathologies cardiovasculaires. Donc comment on prend en charge un grand volume de patients chroniques, comment on les suit. Et troisième problématique, comment on finance tout ça.
Donc ces trois problématiques sont identiques, quels que soient les pays. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce que font les autres, par exemple le Japon a une population très très âgée, donc ils ont des vrais sujets devant eux. Eux, leur réponse à date, c'est de dire on favorise le plus longtemps possible les soins à domicile. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble d'organisations qui se créent pour favoriser le maintien et le suivi à domicile, quitte à y ajouter des robots compagnons pour les personnes âgées, parce que on le sait tous, mais je le redis, au Japon, les robots ont une âme, et le fait d'être assisté par un robot ne pose pas de sujet particulier. D'ailleurs, ce mouvement vers le domicile, on le voit aussi aux États-Unis, parce que si vous regardez au moins deux grands groupes américains, et pas les moindres, Mayo Clinic et Kaiser Permanente, toute leur stratégie aujourd'hui est fondée sur les soins à domicile. Donc ça veut dire quoi concrètement Concrètement, ça veut dire que les capacités hospitalières sont ce qu'elles sont. Vouloir les agrandir coûte énormément d'argent. Et donc, dans un calcul à la fois économique, expérience patient, bien-être et qualité, le pari est fait sur le maintien à domicile plutôt que sur l'accueil dans des structures hospitalières. Donc ça, c'est les grands mouvements qu'on voit. Et le troisième mouvement qu'on voit, où nous avons la chance d'y échapper pour le moment, c'est la montée en puissance des assurances privées dans la couverture des risques. Donc nous avons une assurance publique avec la CNAM, mais avec la Sécu, comme on dit. Mais par contre, les deux premiers vieillissements de la population, polypathologie et pathologie chronique, c'est un mouvement d'ampleur en France qui est très important. Si on prend ça sur un territoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez les bases statistiques INSEE, vous prenez un département français et vous tracez un trait à 10-15 ans, ou enfin moins de 10-15 ans même, hein, nous sommes en 2024 maintenant, donc à 2030, et vous verrez que le nombre de plus de 75 ans sera très important. Donc là, quand vous êtes dans une logique de planification hospitalière, vous vous dites, finalement, ces gens-là, comment je les prends en charge? Et si vous faites des calculs, on a eu un travail comme ça d'accompagnement pour un CHU en Isère. Quand on a regardé pour un service de gériatrie aiguë, au fond, si on fait des règles de 3 qui sont fausses, mais qui permettent quand même de discuter des bonnes échelles de population, on se rend compte qu'on ne pourra jamais autant ouvrir de lits que de patients susceptibles de rejoindre ces lits d'hospitalisation. Donc à partir de là, vous êtes obligé sur un territoire de repenser complètement vos pratiques médicales pour anticiper la façon dont vous allez prendre en charge les patients et dont vous allez les laisser le plus longtemps possible à domicile, avec des systèmes de suivi qui soient très effectifs dans une logique d'expérience patient d'une part et de qualité des soins d'autre part. C'est-à-dire qu'on a presque dépassé, quand on fait des projections, le sujet économique. Le besoin de santé sera tellement important, et notamment en France, du fait du vieillissement de la population, que le seul regard économique sur cette situation-là n'est sans doute pas la bonne façon de regarder le sujet, sauf à vouloir privatiser une grande partie du système. Et donc ça veut dire que si on veut contourner la difficulté, il faut beaucoup plus raisonner autour de la qualité des soins et des nouvelles prises en charge. Et c'est ça qui est passionnant avec le secteur de la santé au sens large, c'est-à-dire hôpital et médecine de ville, les spécialités de ville, c'est que vous êtes en permanence obligé de vous réinventer, de vous réadapter pour prendre en charge correctement les patients. Ce que j'entends dans ce que vous dites et qui rejoint un peu finalement une expertise que vous avez, c'est que finalement cette évolution du système de santé relève aussi un peu de la conduite du changement. Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui peut-être, puisque vous évoquiez la question des patients, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette évolution intègre suffisamment les parties prenantes, que ce soit les médecins, les hospitaliers, les patients et tous ceux qui pourraient, dans une combinaison harmonieuse, réfléchir ensemble à l'évolution de ce système de santé? Alors ça, c'est une question difficile, Renaud, parce qu'il y a, comme la France est un appareil administratif structuré,
Il y a des travaux régionaux qui associent l'ensemble des parties prenantes, y compris les associations de patients, les élus, etc. Et évidemment les professionnels du soin. Après, la question, elle est plus comment un établissement de santé se transforme sur lui-même. Et là, il y a une nécessité importante de créer des convergences entre les acteurs. Et parfois, au sein même d'une même discipline, vous avez besoin d'un temps long pour qu'il y ait une convergence entre les professionnels sur qu'est-ce qui pourrait être fait. Puisque l'exercice de la médecine, même s'il est protocolisé, encadré, etc., reste quand même un acte singulier à chaque fois. Et donc, dès lors qu'on est sur des sujets de transformation, la convergence initiale est très importante. Et ce, d'autant plus que vous pouvez avoir des regards croisés entre l'économique et le médical. Et il y a toujours une nécessité de trouver un équilibre autour de ces regards et de ces approches croisées. En fait, finalement, la leçon de ce que vous dites, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, on ne va pas le compenser. On va essayer de transformer le modèle pour le rendre plus adapté aux besoins à venir et non pas aux besoins d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est ma vision. C'est-à-dire que quand vous avez un service de soins où il manque un grand nombre de professionnels et que vous n'arrivez pas à recruter, et quand vous arrivez à recruter, vous n'arrivez pas forcément à les fidéliser, vous avez deux façons de voir le monde. Soit vous vous dites, finalement c'était mieux avant, et tant qu'on n'est pas à plus 10 équivalent temps plein, quels que soient les métiers, on ne pourra pas fonctionner. Soit vous dites, finalement c'est une nouvelle donne, et à partir de cette nouvelle donne, je dois réinventer un système, et donc réinventer toutes les modalités de prise en charge. Donc c'est deux façons de voir les sujets, puisque dans le premier cas, si vous dites on n'est pas assez nombreux, ça veut dire que la souffrance au travail est portée par chaque individu qui constate qu'il ne réalise plus à son niveau le même type de prise en charge qu'auparavant. Et donc ça crée un écart très important. Et cet écart, à un moment, il peut se transformer en burn-out et autres. Ou alors vous dites, la nouvelle donne est celle-ci, et à partir de cette nouvelle donne, comment on se réorganise ? Face à cette confrontation finalement au réel, est-ce que, pour reprendre un élément que vous évoquiez tout à l'heure au début de notre entretien sur la question de l'intelligence artificielle, est-ce que vous considérez aujourd'hui que les émergences technologiques apportent une réelle révolution, notamment organisationnelle, dans les parcours de soins, et quelle est leur aide ? Et comment est-ce que ça peut s'incrémenter dans les évolutions que vous voyez et que vous mettez en place en conseil auprès des hôpitaux ? Alors, pour le moment, dans les parcours de soins, c'est encore... de mon point de vue, c'est encore assez balbutiant. Hein. On parle tous d'IA générative avec comme modèle ChatGPT, mais pour le moment, c'est encore balbutiant pour une dimension un petit peu industrielle. Par contre, ce qui fonctionne bien, comme IA, il y a plusieurs types d'IA qui fonctionnent bien à l'hôpital. Donc, et notamment, on va prendre les principales, en imagerie. Et là, les IA apportent une aide aux radiologues très importante, puisque vous avez, pour faire simple, deux types d'IA, des IA qui améliorent les images qui sont prises. Donc vous allez faire une radio et l'IA retravaille le bruit, et du coup ça fait une image qui est beaucoup plus claire, donc c'est plus simple de porter un regard précis. Et puis vous avez les IA qui vont un peu plus loin, qui font de l'aide au diagnostic, et donc qui permettent sur un flux d'images qui sont prises de classer ces images en mettant en haut de la pile celles qui nécessitent un regard humain, pour le coup, attentif, puisqu'il y a une suspicion de pathologie ou de fracture, etc. Donc c'est une vraie aide. L'arrivée, Joseph Tedesco, de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les services hospitaliers auprès des médecins, est-ce que ça suppose un changement de culture de leur part ? Est-ce que l'appropriation est simple ? Est-ce qu'ils considèrent ça comme un outil tout à fait normatif aujourd'hui ? Comment est-ce que vous accompagnez ça aujourd'hui ? Si on reste sur le sujet de l'imagerie, il y a 3 temps finalement. Donc il se trouve que le CNEH accompagne des groupes au RSNA. Le RSNA, c'est le plus grand congrès médical du monde qui a lieu chaque fin novembre à Chicago, sur le thème
de l'imagerie, de l'IA et de la data, de la donnée de santé. Et donc, on a pu voir sur ces 5 dernières années le positionnement différent des radiologues vis-à-vis de l'IA. Parce que le premier positionnement, on va dire l'année 1, c'est un refus de cette avancée technologique en disant, mais au fond, moi je suis radiologue, j'ai pas besoin d'un outil qui va m'aider à. Ça, c'est l'année 1. L'année 2, c'est la compétition. La compétition homme-machine, pour montrer que finalement l'œil humain, l'expertise humaine est supérieure à l'algorithme qui aura été développé. Donc il y a une forme de compétition avec l'algorithme pour savoir qui produit le meilleur diagnostic. Et puis ensuite, l'année 3, c'est l'année de l'acceptation. Et l'année de l'acceptation, pourquoi ? Tout simplement parce que l'IA ne va jamais remplacer le radiologue. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que en imagerie, les intelligences artificielles sont des aides au diagnostic, mais tous les clichés analysés par un algorithme sont de toute façon supervisés par un radiologue, et donc c'est un gain de temps, un gain de qualité, c'est un gain de fiabilité. Mais ça ne peut pas se substituer parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut que chacun comprenne, c'est que les IA sont des verticales. C'est-à-dire que vous allez avoir une IA pour la fracture de l'épaule, une autre pour le cancer du sein. Mais si vous avez une fracture de l'épaule et un cancer du sein et que votre hôpital n'a pas acheté les 2 algorithmes, de toute façon, il faut un radiologue qui soit capable de porter le double diagnostic. Ouais, c'est très clair. Mais est-ce que vous pensez néanmoins qu'aujourd'hui, dans tout ce que vous nous racontez des évolutions, les métiers des soignants va évoluer ? Est-ce que leur manière de pratiquer la médecine risque de bouger ? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on réfléchit ou au contraire, c'est finalement le système qui doit tourner autour de l'expertise médicale et le médecin reste statutairement à l'endroit où il est avec les compétences qu'il est capable de mobiliser ? La médecine, c'est toujours de l'homme et de la machine. En bloc opératoire, vous avez besoin de bistouri, vous avez besoin d'images, même si vous n'avez pas d'IA, il y a 20 ans, vous aviez tout ça déjà. Aujourd'hui, dans les blocs opératoires, vous avez modernisé les outils pour intervenir avec des robots chirurgicaux. Mais le robot chirurgical sans la présence humaine, c'est comme une cafetière qui n'est pas branchée, elle ne vous fera pas du café toute seule. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est de l'aide. C'est-à-dire que tous les outils, toutes les techniques, toutes les technologies viennent conforter l'expertise médicale. Par contre, là où il peut y avoir des transformations très importantes, c'est en termes de fiabilité. La fiabilité d'un algorithme sera toujours le même. Toujours le même. Si on revient sur l'imagerie, il y a une étude qui est sortie il y a 3-4 ans sur le Journal of England of Medicine qui montrait qu'un radiologue perd son attention au bout de 6 heures de travail. Donc il y a une fatigue qui s'installe. Et la fatigue induit 5% d'erreur. L'algorithme, lui, il ne fatigue pas. Donc il y aura toujours le même niveau de performance. Donc c'est plutôt en termes de fiabilité, de qualité, que les progrès s'effectueront, mais on aura toujours besoin de médecins. Après, vous pouvez aussi imaginer des systèmes plus au niveau du territoire, puisqu'on parlait de manque de ressources, etc., où à distance, des algorithmes peuvent produire des diagnostics sur des clichés qui sont pris à distance, qui sont télétransmis, analysés par une algo, avec un centre mutualisé de médecins qui observent les images, ce qui fonctionne en routine dans pas mal d'endroits en France, ce qui fonctionne en routine, y compris pour de la supervision de réanimation aux États-Unis ou en Corée du Sud. Donc ça veut dire que les outils permettent plus de fiabilité, voire de l'économie d'échelle. Après, tout ça, il faut que ça soit encadré, puisque faut que ça soit régulé à minima, puisqu'à la fin, la responsabilité qui est engagée, c'est la responsabilité humaine, c'est pas la responsabilité de l'algorithme. Joseph Tedesco, merci beaucoup. Une dernière question peut-être. Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Ce qui me rend optimiste, c'est la passion des hospitaliers. Et cette passion mérite d'être servie. Merci Joseph d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé de façon si précise sur les évolutions de notre système de santé. Vous serez toujours le bienvenu à ce podcast. Merci à vous. Merci Renaud.